Cela servira à vous montrer que ça fonctionne. Regardez. Allez les gars, non, regardez. On se connaît depuis longtemps, ça enregistre. Le shérif Mickey Steins était en garde à vue après avoir abattu le juge Kevin Mullins dans son bureau. On découvre de nouveaux détails sur la paranoïa de Steins et ses possibles troubles mentaux, tandis que son avocate cherche à faire annuler les charges. On ne sait pas comment ça marche, ces histoires de caméras. Emmenez-moi en bas, vous pouvez m'interroger. Je vous raconterai toute l'histoire en bas. Bienvenue dans Crime Fix, je suis Angenette Lévy. Mickey Steins est accusé de meurtre pour la fusillade du juge Kevin Mullins dans son bureau il y a presque un an, dans le comté de Letcher, au Kentucky. Il est indéniable que Mickey Steins a tiré sur son ami de longue date. Tout a été filmé et enregistré par un système de surveillance dans le bureau des juges du palais de justice. Ce qui est si contesté, c'est le degré de responsabilité légale de Steins. Il a plaidé non coupable de l'accusation de meurtre et ses avocats ont soutenu depuis le tout début que Steins traversait une perturbation émotionnelle extrême qui pourrait le rendre coupable d'homicide involontaire plutôt que de meurtre. Mais en ce moment, l'avocate de Steins essaie de faire annuler l'acte d'accusation qui inculpe Steins de meurtre. Jeremy Bartlett affirme que les procureurs du Kentucky n'ont pas présenté au grand jury tous les éléments sur la santé mentale de Steins lorsque des questions ont été posées. En mars, j'ai interrogé Bartlett pour savoir pourquoi il pense que Steins a tiré sur Mullins. Oui, il pensait que sa femme et sa fille avaient été enlevées. Et vous savez, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui concernent ce qui se passait réellement en coulisses. Nous examinons la déposition de Benfield, le shérif adjoint qui a été condamné pour avoir des relations sexuelles coercitives avec, vous savez, quelqu'un qui était en probation et ou portait un bracelet électronique à ce moment-là dans le bureau du juge. Nous avons une vidéo. Je veux dire, si on prend un peu de recul ici, on parle d'une diffusion en direct dans le bureau du juge. C'est du jamais vu. Vous savez, je ne peux pas parler pour le reste du pays, mais je peux parler pour le Kentucky. J'ai été dans beaucoup de bureaux de juges. J'ai vu beaucoup de caméras, mais jamais une diffusant en direct, comme une caméra de sécurité. D'après ce que j'ai compris, cette caméra a été installée après la poursuite contre Benfields dans le procès civil. Donc, nous savons que dans ces salles, il se passait des choses qui n'auraient pas dû se passer. Et nous pensons qu'il y avait des personnes qui ne voulaient pas que cette déposition révèle ce qui se passait avant l'installation des caméras. Et je crois qu'il y a des antécédents qui nous montreraient qu'il est raisonnable de croire qu'il était en danger. Sa famille était en danger, selon ce qu'il disait dans cette déposition. Maintenant, encore une fois, nous pensons que cela a été aggravé par sa santé mentale. Ou inversement, que ces menaces ont eu un impact sur sa santé mentale. Mais au final, Mickey pensait qu'il y avait une menace pour sa femme et sa fille et qu'elle était imminente. Je raconte ici de nombreuses histoires effrayantes sur Crime Fix. Et si cela m'a appris quelque chose, c'est que la vie privée et la sécurité personnelle ne peuvent absolument pas être compromises, surtout lorsqu'il s'agit de vos informations personnelles en ligne. Vous seriez surprise de voir à quel point vos données, comme votre nom, numéro de téléphone et adresse, circulent librement sur Internet, prêtes à être trouvées et vendues par des courtiers. Vous vous demandez pourquoi vous recevez autant d'appels et d'emails indésirables? Voici la raison. Ancony, notre sponsor, vous aide à reprendre le contrôle en identifiant les courtiers en données qui détiennent vos informations et en exigeant leur suppression. Ancony a en fait trouvé plus de 50 courtiers qui avaient mes informations et en quelques jours, ils ont commencé à les faire supprimer. Très simple à utiliser. Créez un compte, autorisez Ancony à agir pour vous et laissez-les faire le reste. Désormais, les utilisateurs d'Ancony peuvent supprimer leurs données de plus de sites web grâce aux suppressions personnalisées du forfait illimité. Il vous suffit de copier-coller les liens des sites où vous avez constaté des violations de données posant problème dans votre vie. Une équipe de spécialistes de la confidentialité gérera le reste. Ancony illimité permet aux utilisateurs de personnaliser la suppression de leurs données et de gérer les violations complexes avec l'aide de spécialistes de la confidentialité.
Donc, si vous tenez à votre sécurité en ligne, vous devriez reprendre le contrôle de vos données personnelles avec Incogni. Utilisez le code CrimeFix Below, affiché à l'écran, et bénéficiez de 60% de réduction sur un abonnement annuel. Depuis, Bartley a demandé l'annulation de l'acte d'accusation et le Commonwealth sollicite le transfert du procès hors du comté de Letcher, arguant que toutes les parties ont droit à un procès équitable. Les procureurs ne pensent pas que cela soit possible dans le comté de Letcher. C'est assez intéressant car on n'entend pas souvent des procureurs demander un changement de lieu, mais je l'ai déjà vu dans quelques autres affaires, même si c'est rare qu'un juge accorde cette demande et déplace réellement le procès. Mais revenons à la requête en annulation. Bartley a soumis un mémoire pour soutenir sa requête, désormais sous scellé, mais des médias l'avaient obtenu avant. Nous pouvons vous dire son contenu. Bartley accuse le détective Clayton Stumper d'avoir menti devant le grand jury. Le 21 novembre 2024, Bartley a écrit que Stumper avait témoigné devant le grand jury. Et malgré des preuves accablantes du contraire, le détective Stumper et le Commonwealth ont présenté des témoignages affirmant que l'enquête montrait que l'accusé était sain d'esprit. Bartley ajoute que Stumper était conscient des inquiétudes sur la santé mentale de Steins avant la fusillade et que Steins avait été diagnostiqué d'une réaction aiguë au stress. Un membre du grand jury a demandé s'il existait un dossier de psychose, d'hallucination, de dépression ou de troubles mentaux concernant Steins. Bartley écrit « Toutefois, le Commonwealth et son témoin ne précisent pas que, d'après ces mêmes dossiers de la veille de la fusillade, son médecin avait diagnostiqué une réaction aiguë au stress. » Une autre jurée demande. Donc, le docteur McDougall a dit en gros qu'il n'y avait pas de problème de santé mentale, mais y avait-il des problèmes de santé physique majeurs avec lesquels il luttait et qui auraient non pu affecter sa santé mentale? Les témoins répondent « Non, pas à ma connaissance ». Bartley écrit que Stumper n'a pas évoqué auprès du grand jury les symptômes de santé mentale de Steins après son arrestation. Le mémoire précise que le témoin du Commonwealth n'a pas évoqué les évaluations de santé mentale lancées par le gouvernement concernant la prison. Ces examens ont été réalisés au Kentucky River Community Care les 20 septembre 2024, 23 septembre 2024 et 24 septembre 2024. Ces évaluations comprenaient des observations de psychose active. Il avait reçu du Risperidol et du Seroquel par la prison avant les examens, comme indiqué dans le dossier médical. Pour être juste, le Commonwealth évoque des questions de procès. Voici une procureure spéciale lors d'une audience le mois dernier. Votre honneur, je pense que l'avocate de la défense confond le rôle d'une procédure devant le grand jury avec celui d'un procès pénal. Il est très clair selon la loi qu'il s'agit de procédures tout à fait distinctes. Le grand jury est un organe d'enquête. Le Commonwealth n'a aucune obligation, comme le reflète une abondance de jurisprudence, de venir présenter des preuves disculpatoires ni de tenter de constituer une défense pour la personne accusée. Nous voyons maintenant davantage le comportement étrange de Mickey Steins après la fusillade. Nous savions déjà qu'il était paranoïaque. Nous avions déjà vu des images de la caméra corporelle, mais en découvrons encore davantage. Où était Randy? Il parlait de quelque part. Sortez, moi je vais m'emmener en prison maintenant, les gars. Prison, ouais. Sécurité. Ouais, sécurité. Vous voulez toujours être filmé et tout ça. Oh ouais. Ouais, emmène-moi en prison. Allez, Jimmy, viens. On parle du début. Écoute. Mike. Nous sommes tous filmés maintenant. Ah, je sais. Écoutez, je sais comment fonctionnent les caméras. Emmenez-moi en bas, interrogez-moi, je vous dirai tout là-bas. On essaye juste d'en savoir plus sur eux. Ça, on peut passer par là tout de suite à la prison. Peut-être que c'est pour ça qu'on est là. On verra. Écoute, on ne va pas le faire. D'abord, nous. Devons savoir qui travaille dessus. Je descends devant la caméra, venez. D'accord. Bon, il faut juste attendre le détective qui va s'occuper de l'affaire. Steins avait peur d'aller en prison. Allez, viens maintenant. Alors, il y a 2 caméras corporelles qui tournent. Mickey. Tout est enregistré. Et enregistreur numérique qui fonctionne. Ça va l'être. Regarde, je te montre qu'il fonctionne. Regarde. Allez, les gars. Ah non, regarde. On se connaît depuis longtemps. Regarde, ça enregistre. Celui-là enregistre. Clayton a un enregistreur de secours.
Ralentis. On ne peut pas parler dans le couloir du tribunal. Oui, il n'y a personne. Ici, nous ne voulons pas. Je veux dire, il y a des gens dans cette pièce. Il y a des gens dans cette pièce. Nous ne pouvons pas faire ça. Alors, quel est le problème? J'en prendrai un autre et en mettrai un à Mickey. Tu m'emmèneras? Je ne peux pas rester ici. Allez, Mickey. Y a-t-il quelqu'un en qui tu as confiance, autre que nous, avec qui tu préfères être? Mickey, on se connaît depuis toujours. Je ne laisserai rien t'arriver. Aucune raison. Allez, les gars. Mickey. Retourne en prison. Tu dois être transféré à un moment. Tu dois être transféré à un moment, je sais. 2 caméras corporelles en marche. Nous ne sommes pas en sécurité. Auriez-vous un procès? Nous parleriez-vous dans la prison là-bas? Vous sentez-vous en sécurité grâce aux caméras? Partout. Est-ce que... Vous me déplacerez après l'entretien? Je ne saurais pas dicter comment ça se passe, les gars. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Je ne vais pas me sentir en sécurité dans une pièce ici. On ne va pas te faire de mal, Mickey. Juste. Comme Anthony? Je te connais depuis 20 ans, mais on ne va pas te faire de mal. C'est pourquoi nous avons 2 caméras corporelles. Et une salle de réunion numérique, je te le promets. J'ai rien du tout. Je sais, mais ce n'est pas ça qui nous inquiète. C'est qu'on ne peut pas parler dehors. Le tribunal. En plus, des gens regardent, allons ailleurs. On d'ici. Et mes poches retournées? Ce n'est pas ça. Non, je vais retourner mes poches. Les gars, ne me faites pas ça. En arrière-plan, un procès civil impliquait un adjoint de Steins ayant eu des relations sexuelles avec une détenue dans le bureau du juge Mullins, ainsi que des rumeurs selon lesquelles ce juge dirigeait un système d'échange de faveurs sexuelles avec des femmes incarcérées. Je voudrais faire intervenir Dave Ehrenberg. Il est l'ancien procureur de l'État dans le comté de Palm Beach et il est actuellement avocat de la défense. Dave, cette affaire est complètement folle parce qu'on a littéralement une fusillade filmée par une caméra. On a un homicide qui se déroule devant la caméra, un shérif qui tue un juge qui était son ami. En arrière-plan, on entend toutes ces rumeurs sur un réseau d'échange de faveurs sexuelles qui aurait été dirigé par le juge. Mais maintenant, de nouveaux documents sortent, ce qui donne un peu de crédit à la défense selon laquelle Mickey Steins aurait pu être sous pression ou en état de détresse émotionnelle. Alors, qu'en pensez-vous en lisant ces documents où ils affirment que le détective principal n'a pas dit toute la vérité au grand jury concernant ce diagnostic que Mickey Steins avait reçu? Oui, c'est la façon dont la défense tente de faire annuler les charges en affirmant que le témoin clé a menti devant le grand jury. Ce n'est pas un argument rare. En réalité, cela arrive plus souvent qu'on ne le pense parce que la défense essaie toujours d'obtenir un avantage et de faire annuler les charges, car la seule responsabilité d'un grand jury est de déterminer s'il existe des motifs raisonnables. C'est une charge de preuve faible et ensuite on obtient une mise en accusation. Donc voici leur façon d'essayer de faire annuler les charges avant même que l'affaire n'arrive au procès. Et je ne pense pas que cela va réussir. Vous devez montrer qu'il y a ici un mensonge volontaire, quelque chose d'intentionnel, une tromperie devant le grand jury. Et parfois, les enquêteurs ont simplement une opinion différente sur la santé mentale de quelqu'un. L'enquêteur n'est pas un expert en santé mentale. Et donc, dire qu'il ment simplement à ce sujet, c'est peut-être un peu exagéré. Maintenant, en ce qui concerne le fait que cet accusé pourrait avoir certains véritables problèmes, cela jouera un rôle lors du procès, mais je ne pense pas que cela entraînera l'annulation de l'acte d'accusation du grand jury. Non, je ne pense pas que cela entraînera l'annulation de l'acte d'accusation du grand jury. Mais je pense que les Bartley, l'équipe de la défense, manqueraient à leur devoir s'ils n'essayaient pas au moins de s'appuyer sur ces informations. Non, je suis d'accord. Et il est révélateur que vous ayez cette bataille de paperasse à l'avance. Cela montre que cette affaire a atteint la conscience du public, où l'accusation demande un changement de lieu et où la défense affirme que c'est notre client qui souffre d'un grave trouble mental causé essentiellement par ce qu'il savait sur ce juge. Et donc, c'est une situation explosive. Je pense vraiment qu'il est nécessaire d'obtenir au moins un jury
provenant d'une autre juridiction. Peut-être que l'affaire sera déplacée. Je ne vois pas cette affaire être rejetée avant le procès. Donc, ce sera un événement télévisé à ne pas manquer si et quand cela ira jusqu'à un procès. Oui, absolument. Selon votre expérience, à quel point est-il rare que le Commonwealth, donc l'État, demande un changement de lieu? C'est inhabituel, mais ce n'est pas inédit, car l'État a aussi droit à un procès équitable. Je sais que le 6e amendement s'applique aux accusés. Et en fait, la Constitution des États-Unis ne dit rien au sujet des victimes. Elle parle beaucoup des accusés et des suspects. Mais l'État a aussi droit à un procès équitable. Et cela signifie que s'il y a un jury qui ne peut pas être impartial, qui est influencé par l'émotion, par la sympathie, au lieu de suivre les preuves, les faits et la loi, alors il faut trouver un autre jury. Vous pouvez faire venir un autre jury d'une autre région de l'État ou vous pouvez déplacer complètement l'affaire. Ce n'est pas inédit, mais il est rare que ce soit l'État qui le demande, ce qui en dit long sur toutes les informations qui ont circulé, toutes les rumeurs et tout ce que les gens ont dit à propos de la victime impliquée dans ce réseau de prostitution, ce réseau de sexe contre rémunération. C'est le genre de choses qui peut mener à ce qu'on appelle la nullification du jury, ce qui est le pire cauchemar d'un procureur. C'est-à-dire que le jury voit les preuves, connaît la loi, mais les ignore simplement parce qu'il n'aime pas la victime. Oui, et je pense que cela pourrait être une inquiétude ici. Je veux dire, évidemment, les Bartley veulent que ce procès reste dans le comté de Letcher à cause de tout cela. Le shérif Steins, Mickey Steins, n'est plus en poste, mais garde beaucoup de soutien dans le comté de Letcher, sans doute grâce à sa bonne volonté. Ils veulent un comté de Letcher, une petite ville, mais pas un jury de ce comté. Le Commonwealth estime qu'il y a eu trop d'attention médiatique sur cette affaire. Nous devons déplacer cela, mais la défense dit que c'est une affaire nationale. Vous n'allez pas faire disparaître l'attention des médias, que vous déplaciez l'affaire dans un comté ou dans un autre. C'est quelque chose qui a changé ces dernières années. Avant l'avènement du streaming et des réseaux sociaux, si vous aviez une affaire très médiatisée dans une certaine juridiction, vous pouviez facilement la déplacer dans une autre et échapper à toute cette publicité. Mais maintenant, nous sommes tous sur les mêmes réseaux. Nous regardons tous les mêmes informations, ou du moins les mêmes sites de réseaux sociaux. Et donc tout le monde est au courant de tout à peu près. Une affaire comme celle-ci serait connue dans tout l'État du Kentucky, pas seulement dans cette partie de l'Est du Kentucky. Cela dit, c'est quand même différent. Je veux dire, souvenez-vous qu'en Idaho, ils ont déplacé l'affaire Kohberger parce que même si tout le monde en avait entendu parler, ils pensaient quand même qu'avoir un jury dans cette petite ville de Moscow, dans l'Idaho, était préjudiciable à la défense. Ici, l'État dit qu'à cause de la sympathie envers l'accusé qui était appréciée, et à cause de l'antipathie envers la victime, il faut déplacer le procès dans une autre région. Même si les gens dans l'autre région connaissent l'affaire, ce n'est quand même pas pareil. Ils ne connaissent pas les parties personnellement. Je pense donc que l'État a une raison valable de faire venir un jury d'une autre région. C'est possible. Et il paraît, tu sais, qu'il y a des rumeurs là-bas comme quoi ça va bouger. Donc, si tu présentes cette affaire devant un autre jury, tu sais, la stratégie de la défense ici, Dave, semble vraiment être de viser une condamnation pour homicide involontaire plutôt que pour meurtre, tu sais, à cause de l'extrême trouble émotionnel. C'est la stratégie, ils l'ont presque dit. Mais tu pourrais avoir plus de chances d'obtenir ça dans le comté de Letcher que, disons, dans un autre comté comme Bowling Green ou un autre endroit. Tu sais, où on ne connaît pas autant le contexte de cette affaire et ce qui aurait pu se passer en arrière-plan, surtout avec le procès civil concernant le sexe contre des faveurs et ce genre de choses. Donc, tu pourrais présenter cette affaire à un jury qui se dit « Je me fiche de tout ça ». Tu as littéralement sorti une arme et tiré sur ton ami, le juge, de sang-froid. Puis tu l'as poursuivi, tu l'as suivi alors qu'il essayait de se cacher derrière son bureau. Donc ça va montrer s'il avait ou non des problèmes de santé mentale. L'accusation, le ministère public dira que c'est un meurtre de sang-froid. Oui, je pense que la défense cherchera un acquittement via la nullification du jury.
Je pense qu'ils vont se focaliser sur ce que la victime devait faire et choquer au moins un juré, ce qui suffit pour obtenir un jury bloqué. Et si tu les indignes tous, tu obtiens de la sympathie pour l'accusé. Et là, c'est fini. C'est un acquittement. Donc, si tu te bases uniquement sur la vidéo, je pense qu'il y a suffisamment de preuves pour une condamnation pour meurtre ou au moins pour homicide involontaire. Mais tu as raison. Je pense qu'ici, le minimum serait au moins une condamnation pour homicide involontaire, ce qui veut dire qu'il pourra revoir la lumière du jour en dehors de la prison, même s'il est condamné. Mais je pense qu'ils vont tout tenter. Ils essaient déjà de faire annuler l'acte d'accusation complètement. Mais cette vidéo est si puissante que, sauf nullification du jury, il sera au moins condamné pour homicide involontaire, voire meurtre. Oui, c'est vraiment quelque chose. Cette affaire est vraiment particulière. Il se passe quelque chose là-bas, surtout avec Mickey Steins. Donc, nous allons garder un œil dessus. Dave Ehrenberg, merci pour votre temps comme toujours. Merci, Angenette Lévy. Bien sûr, la juge n'a pas encore statué sur ses requêtes visant à rejeter l'acte d'accusation ou sur la demande de changement de lieu de procès. Nous devons attendre de voir ce qui se passera sur ces deux points. La défense souhaite maintenir l'affaire dans le comté de Letcher. Nous resterons vigilants. La date du procès reste à déterminer. Je suis Angenette Lévy. Merci beaucoup de m'avoir rejointe pour cet épisode de Crime Fix. Je vous retrouve ici la prochaine fois.